possible de nous indiquer via l'espace clavardage que vous nous voyez bien, nous entendez bien? Bonjour. Donc, ça semble bien fonctionner. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce deuxième webinaire du projet Cohabiter par l'eau en collaboration avec Architecture sans frontières Québec et Écohabitation. Donc, aujourd'hui, on va discuter ensemble des chemins de l'eau et des points de vulnérabilité, donc comprendre et réduire le risque d'inondation. Je me présente, mon nom est Julie Paquin, je suis chef du secteur formation chez Écohabitation. Ça va être moi qui va être là aujourd'hui pour modérer l'événement. Donc, si jamais vous éprouvez des difficultés techniques lors de la présentation, simplement m'envoyer un courriel. Je vais déposer mon adresse dans l'espace clavardage. Pour le fonctionnement des questions-réponses. Donc, vous avez accès à déposer, donc à tout moment lors de la présentation, si jamais vous avez une question, vous pouvez la déposer à tout moment. Pour ce faire, c'est assez simple. Donc, si jamais vous voulez simplement faire un commentaire ou interagir avec d'autres personnes présentes ici, je vais faire un exemple. Vous pouvez simplement faire commentaire. Donc, simplement écrire votre commentaire. Et si jamais vous avez une question, simplement ajouter un point d'interrogation à la fin de votre question. Donc, je fais un exemple. En ajoutant le point d'interrogation, le système va enregistrer votre question comme une question. À la toute fin de la présentation, on va afficher vos questions et nos différentes conférencières vont pouvoir y répondre. Donc, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de vos conférencières aujourd'hui et je vous souhaite une excellente présentation. Bonne conférence, mesdames. Merci, Julie. Bonjour, mon nom c'est Hélène Levasseur, je suis la directrice de recherche et éducation chez Architecture sans frontières et j'ai le plaisir d'animer une partie de cette présentation-là. Je vous présente les deux collègues qui vont travailler avec moi aujourd'hui. Céline Martena, qui est architecte chez Provence-Chirois, et Clémence Lavigueur, qui est ingénieure mécanique chez Pajot-Morel. Le sommaire de la formation aujourd'hui, on va aborder 3 sujets. Donc, on va vraiment parler de qu'est-ce que le risque d'inondation. On pense que c'est approprié de mettre la table pour s'assurer que tout le monde ici, on parle de la même chose. Ensuite, on va parler des chemins de l'eau. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est en temps et lieu. Et ensuite, des mesures d'atténuation pour identifier mieux les stratégies pour réduire les risques en minimisant le débit et la quantité d'eau qui pourrait atteindre un bâtiment. Donc voilà, le risque d'inondation, premièrement, je veux juste mettre la table, c'est 3 choses. Quand on parle du risque d'inondation, ça veut dire qu'on parle à la fois de l'aléa, donc de l'événement lui-même qui cause l'inondation. Donc, on va parler de l'intensité et aussi de l'évolution dans le temps de cet aléa-là. On va parler de l'exposition, donc c'est-à-dire la position des éléments vulnérables par rapport à l'aléa, et de la vulnérabilité, c'est-à-dire la sensibilité de ces éléments-là exposés. Donc, quand on veut réduire, le risque se situe à la frontière de tout ça. Pour réduire le risque d'inondation, en fait, il y a comme peut-être 3 grandes possibilités. Donc, la première, ça serait de jouer directement sur l'aléa. Donc, vous allez voir là ici, là, vous voyez le risque qu'on diminue. Donc, vraiment, on va trouver des mesures d'atténuation qui vont réduire la quantité d'eau qui va atteindre le bâtiment. La seconde possibilité, ça va être de réduire l'exposition, donc en changeant la position des éléments vulnérables à l'aléa. Et ensuite, il va y avoir la réduction de la vulnérabilité en diminuant la sensibilité des éléments exposés à l'aléa. Aujourd'hui, on ne parlera pas de tout ça. On va vraiment travailler davantage sur les chemins de l'eau, donc comment atténuer l'intensité de l'aléa. Pour les deux autres, pour l'exposition et la vulnérabilité, on va devoir vous inviter à un prochain webinaire. Donc, aujourd'hui, c'est celui-là, le prochain webinaire pour reconstruire mieux. Il va y avoir lieu en avril. Donc, on vous invite à venir à y assister. C'est à ce moment-là qu'on va vous parler des stratégies, autant qui
concerne comment on construit un mur, par exemple, comment on construit un plancher, comment on positionne certains éléments comme des éléments des équipements électriques en hauteur pour réduire leur exposition. Donc, pour aujourd'hui, les chemins de l'eau, en fait, c'est pour comprendre l'aléa, il faut comprendre d'où vient l'inondation, donc sa source. On doit aussi essayer de comprendre et d'identifier le type d'inondation et ensuite essayer de comprendre les chemins de l'eau à l'échelle du bâtiment, donc comment l'eau circule dans un bâtiment. D'abord, la source. Qu'est-ce que c'est? C'est d'où vient, pourquoi en fait, pourquoi il y a eu une inondation. Ça peut venir de pluie intense, ça peut venir de crues printanières. On peut parler de submersion côtière, d'embâcles, de la fonte des neiges, des ondes de tempête, bris de canalisation. Aussi, ça peut être la défaillance d'un ouvrage de protection comme une digue, par exemple. Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus quand on travaille à l'échelle du bâtiment. Par contre, quand on travaille à l'échelle du bâtiment, on peut identifier différents types d'inondations. Donc, comment l'eau atteint le bâtiment, soit par refoulement à la fois des réseaux de drainage municipaux, mais aussi peut-être par le réseau de drainage d'un toit plat, par le ruissellement aussi à la surface du sol. Donc, ça peut être à la fois une rivière qui se déverse dans une rue, qui ruisselle vers le bâtiment, mais ça peut être aussi l'eau qui vient d'une canalisation défectueuse qui ruisselle, ou encore des eaux de pluie qui ruissellent dans la rue. Et ensuite, il y a des possibilités d'avoir des infiltrations souterraines, donc il est possible que la nappe phréatique remonte et atteigne le bâtiment sous la fondation. Et ensuite, on peut bien sûr être inondé par l'intérieur. Donc, par exemple, si un tuyau brise ou un appareil sanitaire est défectueux. Quand on parle des chemins de l'eau, en fait, il y en a 3 grands. Ça va vous servir. Aujourd'hui, la présentation va être divisée de cette manière-là. Donc, comment l'eau circule à l'extérieur du bâtiment, comment l'eau aussi circule par le drainage intérieur, mais aussi comment l'eau circule pour l'évacuer, pour gérer l'eau qui s'accumule autour des fondations. Quand on va parler des chemins de l'eau, donc, il y a 3 types de réseaux qu'on va discuter et pour chacun des réseaux, il y a des questions clés pour être capable d'identifier un peu plus son risque. Donc, si on traite du drainage extérieur, on doit d'abord connaître aussi quel type de toit notre bâtiment est doté. Donc, est-ce un toit plat? Est-ce que c'est un toit en pente? Il va y avoir des différentes stratégies pour ces 2 options. Quel type de sol aussi? Donc, c'est quoi la capacité d'absorption d'un sol? Quel revêtement au sol? Est-ce qu'il est perméable? Donc, est-ce qu'il laisse passer l'eau ou non? Et aussi, où va l'eau de pluie? Donc, une fois qu'on la recueille sur le toit ou dans les gouttières, à quel endroit elle est acheminée? Est-ce qu'elle est acheminée dans un réseau municipal, dans un bassin de rétention ou simplement sur le sol? Donc, c'est des questions qu'un propriétaire ou un gestionnaire de bâtiment doivent se poser avant de choisir une intervention à faire sur son système de drainage extérieur. Pour le drainage des fondations, il y a encore différentes questions clés qu'on doit se poser avant de poser n'importe quel geste. Donc, est-ce qu'il y a un drain de fondation? Si oui, est-ce qu'il est intérieur ou est-ce qu'il est extérieur ou est-ce qu'il est sous la dalle? Donc, on appelle un drain intérieur. Où l'eau qu'on collecte par ces drains-là est-elle évacuée? Et ensuite, quelle est la hauteur de la nappe phréatique? Donc, ça va beaucoup impacter aussi les réseaux de drainage des fondations. Ensuite, les autres questions clés vont concerner le drainage intérieur. Donc, où sont les clapets? Est-ce qu'ils sont sur les drains d'évacuation? Est-ce qu'ils sont directement sur les drains des appareils? Est-ce que les drains sont fonctionnels? Est-ce que vous les entretenez régulièrement? Est-ce qu'ils sont vraiment efficaces? Est-ce qu'ils peuvent être pris, par exemple, par des lingettes qu'on pourrait avoir jetées dans une toilette ou encore par des graisses de bacon? Donc, où vont les eaux usées ensuite? Est-ce qu'ils vont dans un réseau combiné, dans un réseau unitaire ou dans une fosse septique? Encore là, ces réponses-là vont orienter les choix ou les options qui s'offrent à vous. Donc, voilà. Ce qui est pour ça. C'est tout pour ma partie. Je vais donner la parole à ma collègue Céline qui va vous expliquer les réseaux de drainage extérieur. Merci. Merci Hélène. Oui, donc Hélène a très bien mis la table. Donc quand on se pose la question, de l'eau, il faut bien être conscient de par où passe l'eau et l'objectif, c'est de s'assurer que
l'enveloppe les murs, le toit de notre bâtiment, que tous nos éléments extérieurs nous protègent de l'eau quand il se met à pleuvoir, que l'eau s'accumule à l'extérieur et que l'eau s'accumule finalement partout, que ce soit sur le sol, dans la rue ou dans le réseau municipal. Hem, la première chose à prendre en considération dans le drainage extérieur, c'est vraiment éloigner l'eau du bâtiment. C'est ce qu'on veut faire. On veut prendre en considération d'où l'eau arrive et la repousser le plus loin possible. Et on voudrait la diriger en premier, idéalement, dans des espaces qui sont perméables ou des espaces qui sont prévus pour prendre cette quantité d'eau, idéalement à l'extérieur. En surface parce que on veut absolument éviter 2 choses. On veut éviter qu'il y ait une surcharge de l'eau dans le drainage intérieur du bâtiment, donc on veut garder l'eau à l'extérieur et on veut aussi éviter que toute l'eau aille trop rapidement en trop grande quantité dans le réseau municipal parce que c'est à ce moment-là que le réseau sature, qui déborde, que les rues sont inondées. Donc on veut éloigner l'eau du bâtiment et on veut le plus possible le gérer par les aménagements extérieurs. Si on regarde un peu plus en détail, quand on est dans une situation de toit en pente, hem, c'est quand même une pratique courante, mais de bien intégrer la question des gouttières. Donc d'avoir des toits en pente qui sont assez en pente, qui dirigent l'eau encore une fois vers l'extérieur, vers un système de gouttières et que cette gouttière-là se déverse, heu, sur le terrain. Mais un terrain aussi qui est en pente et qui lui-même éloigne l'eau des fondations et du bâtiment et encore plus pour ceux qui auraient par exemple encore des gouttières directement connectées au drain de fondation de la maison, de déconnecter tout ça puis vraiment d'amener l'eau vers, en surface vers une surface, végétalisée. Ensuite, si on a un toit plat, ben là, l'eau arrive sur la toiture, doit d'une certaine manière passer à travers le bâtiment. Donc, c'est de s'assurer d'avoir, par exemple, de contrôler la quantité d'eau qui passe à travers le bâtiment. Donc, on peut installer, des avaloirs de toit à débit contrôlé. En fait, c'est un système qu'on met sur le trou du drain qui contrôle la quantité d'eau qui rentre dans le drain pour éviter que le système intérieur soit, complètement, débordé. Et c'est aussi de contrôler cette accumulation d'eau en toiture et comment elle se déverse après, à travers le bâtiment. Plusieurs mesures, ça évite les refoulements intérieurs et ça augmente le ruissellement vers l'extérieur. On peut mettre plusieurs mesures pour aider à gérer ça. Souvent, on entend parler des toitures végétalisées ou des toitures bleues, qui sont des systèmes de toiture qu'on peut venir rajouter sur un toit plat qui nous permettent d'avoir de la terre, de la végétation ou un espace pour accumuler de l'eau. Faut toujours faire attention avec ce genre de système-là parce que, premièrement, il faut que notre bâtiment soit capable de prendre le poids et ce volume d'eau qui vient sur le dessus et il y a aussi beaucoup de contraintes réglementaires en termes de code de construction qui nous limitent dans les choses qu'on peut faire. Donc, c'est une solution intéressante écologiquement avec beaucoup de retombées positives, mais qui est techniquement et financièrement, assez intense. Une autre option, c'est de regarder comment notre drainage, de toiture est connecté dans le bâtiment et c'est de regarder si on peut le déconnecter finalement. Est-ce que comme pour une toiture en pente, on pourrait amener l'eau qui est accumulée sur le toit, l'amener directement à l'extérieur, dans un aménagement paysager au lieu de le faire passer par le drainage intérieur puis des bassins de rétention? Il faut faire attention dans ces cas-là parce que dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir faire un trou soit dans le toit et ou dans le mur extérieur pour pouvoir passer les tuyaux. Il y a des enjeux de risque de gel, il y a des enjeux d'infiltration. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas faire à la légère. Ça prend vraiment une intervention professionnelle, mais c'est au final, la chose la plus utile pour éloigner l'eau de l'intérieur du bâtiment. Puis là, on parle beaucoup de justement d'amener l'eau dans l'espace extérieur. Donc, on peut mettre des mesures paysagères, des mesures paysagères pour réduire vraiment les risques, d'inondation. Comme l'a dit Hélène tout à l'heure, quand on veut amener ça dans un terrain, déjà il faut avoir un terrain. En ville, des fois, c'est plus compliqué, mais même 1 m² de terrain peut être optimisé en conséquence. Ça dépend vraiment des surfaces puis de la nature du sol qu'on a à cet endroit-là. Donc, est-ce que mon sol est capable d'absorber une partie de l'eau pour la retourner à la nappe phréatique? Est-ce que je suis capable de
Déjà d'avoir une surface perméable, pas de l'asphalte. Est-ce que je suis capable d'avoir des plantes qui vont boire cette eau-là, qui vont l'aider à la faire évaporer ou évapotranspirer? Et c'est quoi le volume d'eau que j'ai à gérer sur mon terrain versus la surface d'espace, paysager que j'ai? Et bref, l'idée étant de le plus possible de gérer naturellement par le sol, par les plantations et après seulement finir par déverser les choses dans la rue ou dans le réseau d'égouts. Et ma dernière intervention pour ce midi, il y a aussi, mettre en place des dispositifs de protection. C'est sûr que si on se retrouve avec des situations dans notre bâtiment comme un garage en contrepente, une fenêtre, une ouverture en bas du niveau de la rue puis de l'eau, il faut mettre en place des mesures pour protéger, soit pour enlever carrément ces faiblesses-là ou les protéger adéquatement. Donc, on peut combler, par exemple, un accès de garage et le venir fermer le mur finalement. On peut installer une série de murets qui sont bien connectés de manière étanche avec la fondation pour faire un blocage physique à l'eau, puis des espaces dans ces murets-là qui sont drainés. Pareil pour la margelle, avoir bien des margelles qui protègent les fenêtres, qui sont au niveau de la fondation. Puis regardez vraiment aussi le drainage de ces espaces-là, comment l'eau va se comporter quand elle va tomber, parce que même si on bloque, par exemple, par un muret, il va quand même pleuvoir dans cet espace-là. Donc, comment l'eau coule à travers tout ça et ne s'accumule pas devant une fenêtre ou devant une porte pour entraîner des risques d'inondation. Voilà, Clément, je pense que c'était ma dernière diapo. Fait que je te laisse parler du drainage de fondation. Merci. Oui, donc merci Céline et Hélène pour avoir fait ces bonnes mises en bouche sur le sujet. Donc, en ce qui concerne le drainage de fondation, dans le fond, le but, c'est vraiment d'aller réduire la pression qui est générée sur les fondations par l'eau, de minimiser le risque d'infiltration et le risque de fissure dans vos fondations. Le tout va se faire en collectant l'eau qui s'accumule autour des fondations grâce à un drain de fondation qui peut être intérieur ou extérieur. Et ensuite, c'est de diriger l'eau vers un système d'évacuation. Vous pouvez diriger ce système, cette eau-là avec ou sans un puisard. Et si jamais vous décidez d'installer un puisard, vous pouvez l'installer avec ou sans pompe. On va voir chacun de ces cas-là un petit peu plus loin. C'est bien important de considérer par contre que ce n'est pas parce que vous avez un drain de fondation et un puisard que vous êtes 100% à l'abri des inondations. Il y a quand même des risques. Par exemple, quand on installe un puisard à l'intérieur, ben, ça peut être une voie d'entrée d'eau si votre puisard est mal dimensionné, s'il n'est pas étanche, s'il y a des fissures. Donc, c'est vraiment important de considérer que ce n'est pas des solutions magiques. Il y a quand même certains enjeux qui peuvent venir avec ces solutions-là. Donc, en ce qui concerne le drain de fondation, comme j'ai dit, c'est vraiment de collecter et diriger l'eau qui s'accumule autour des fondations. Cette eau-là peut provenir de pluies intenses, de crues parallèles, de fonte des neiges. Et comme l'eau est paresseuse, elle va tout le temps aller à l'endroit où c'est le plus facile d'aller. Donc, si vous avez des fissures dans la fondation, des fissures dans votre dalle, c'est par ces endroits-là en premier que l'eau va rentrer s'il y a de l'eau autour de votre fondation et que vous n'avez pas de système de drainage. Donc, pour le drain de fondation, vous pouvez avoir un drain de fondation extérieur ou intérieur. Le drain de fondation extérieur, c'est vraiment celui qui longe votre propriété et qui va permettre d'aller évacuer l'eau qui peut s'accumuler autour de vos murs extérieurs. Le drain de fondation intérieur, c'est celui qu'on voit ici, là, qui se situe sous votre dalle, sous la dalle de votre habitation et qui, en fait, va aller enlever ou évacuer le plus possible l'eau qui peut s'accumuler en dessous de votre habitation. Chacun de ces drains-là n'est pas installé pour les mêmes raisons. Ça dépend où est-ce que vous avez vos fissures, où est-ce qu'il y a plus d'eau qui s'accumule. Vous pouvez installer les deux ou un seul, dépendamment aussi de l'accès autour de votre propriété. Si vous avez une maison qui est isolée, auquel vous avez accès à tous les murs autour, ben, vous pouvez installer facilement un drain de fondation extérieure. Mais si on regarde, mettons, par exemple, dans les grandes villes comme Montréal, toutes les maisons qui sont collées ou les habitations qui sont collées, vous avez souvent accès seulement aux deux extrémités. Donc,
c'est certain qu'à ce moment-là, le drain de fondation extérieur va avoir une moins grande efficacité parce que tous les murs à l'intérieur ne pourront pas être drainés avec ce drain de fondation. Donc, dans ces moments-là, on va peut-être plus aller vers un drain de fondation intérieur, mais c'est vraiment important de bien comprendre où est-ce qu'il s'accumule l'eau et c'est quoi le contexte dans lequel se situe votre bâtiment. Quand on installe un drain de fondation, il ne faut pas non plus négliger les éléments que vous avez juste ici. Donc, le niveau de la nappe phréatique, premièrement, parce que le drain de fondation, s'il est trop bas ou il est dans la nappe phréatique, il va être tout le temps en train de vider l'eau de votre nappe phréatique. Donc, premièrement, il va fonctionner continuellement alors que ce n'est pas ça le but. Et deuxièmement, lorsqu'il va avoir de l'eau supplémentaire comme les pluies intenses, des crues printanières, ça se peut qu'il ne soit pas en mesure d'évacuer toute cette eau supplémentaire-là parce qu'il y a déjà une proportion du drain de fondation qui est utilisée par la nappe phréatique. Ensuite, c'est important de considérer la composition du sol parce que si vous avez un sol en argile, un sol avec du sable ou tout simplement rocailleux, le drainage ne se fait pas de la même manière. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Et finalement, en ce qui concerne l'évacuation du drain de fondation, parce qu'il faut bien évidemment évacuer l'eau qui est collectée, on vous conseille fortement de regarder la réglementation en vigueur parce que dépendamment des municipalités dans lesquelles vous résidez, l'évacuation du drain de fondation est encadrée d'une certaine manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment très variable. Donc, ensuite, pour l'évacuation du drain de fondation, vous pouvez avoir recours, oui ou non, à un puisard. La raison pour laquelle vous installeriez un puisard, en fait, c'est assez simple. Si vous habitez dans une municipalité où il y a un réseau d'égouts centralisé, vous allez devoir avoir un puisard, donc amener l'eau à l'intérieur de votre habitation et ensuite la ressortir à l'extérieur. Et si vous êtes dans une municipalité où il n'y a pas de réseau d'évacuation centralisé, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un puisard à l'intérieur. Vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez tout simplement drainer l'eau directement plus loin sur votre terrain. C'est certain, je vous ai parlé, l'évacuation est encadrée par la municipalité, fait que veillez bien à regarder à quel endroit sur le terrain ça peut être évacué, mais vous n'avez pas besoin d'installer un puisard. Bon, supposons que vous avez votre habitation, vous êtes dans une municipalité avec un réseau d'évacuation des eaux usées centralisé. Vous pouvez donc installer un système avec ou sans pompe. C'est bien important de comprendre puis de garder en tête que le sous-dimensionnement ou l'obstruction de tout conduit va empêcher l'évacuation efficace. Donc, à garder en tête quand vous installez un drain français avec puisard ou sans puisard. Donc, j'étais rendue à, vous avez une habitation, vous êtes dans une municipalité avec un réseau centralisé, donc vous avez un puisard à l'intérieur de votre maison, de votre habitation. Ce puisard peut être installé sans pompe. La raison pour laquelle on déciderait de ne pas installer de pompe, ça peut être tout simplement parce que votre puisard se situe au-dessus du niveau d'évacuation, au-dessus du niveau du réseau, d'évacuation municipale. Donc, tout simplement par gravité, avec des pompes dans les conduits, on peut laisser l'eau s'écouler tranquillement vers le réseau. Par contre, c'est important de comprendre que si jamais il y a un refoulement dans le réseau d'évacuation municipale, le débit va être réduit, le débit d'évacuation de votre drain français. Donc, ça peut être un peu moins efficace comme mesure. Et ça peut augmenter le risque d'infiltration via les fissures parce que l'eau ici peut avoir tendance à s'accumuler si le débit d'évacuation n'est pas assez élevé. L'autre possibilité, c'est d'installer un puisard avec une pompe. Dans le fond, ça peut être, ça peut se produire dans deux cas. Le premier cas étant que votre puisard se situe sous le niveau du réseau d'évacuation municipale. Donc, il faut remonter l'eau pour l'amener dans le réseau d'évacuation municipale des eaux usées. Ou, tout simplement, si vous voulez avoir une mesure de sécurité supplémentaire, donc, en fait, dans le cas où vous seriez gravitaire, où l'eau peut aller tranquillement comme ça, il y a un refoulement. Le débit d'évacuation n'est pas suffisant. Si jamais vous avez une pompe, vous pouvez à ce moment-là pomper l'eau qui se retrouve dans votre puisard et l'évacuer plus loin sur votre terrain à l'extérieur. Comme je vous ai dit, faites attention à la réglementation municipale. Cette évacuation-là est encadrée par votre municipalité. Donc, c'est vraiment les différentes options.
Dans ce cas-là aussi, c'est important de comprendre que si jamais vos conduits sont sous-dimensionnés, votre pompe est sous-dimensionnée, votre puisard, ou si jamais il y a une obstruction d'un conduit, ben, ça peut empêcher l'évacuation efficace et augmenter le risque d'infiltration via les fissures de la fondation. On va regarder juste une petite étude de cas de qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez une obstruction d'un conduit d'évacuation. Donc, en regardant l'habitation qu'on a ici, qui avait un drain de fondation extérieur qui fait le tour de l'habitation, qui lui est évacué gravitairement dans le puits que vous avez juste ici. Ce puits-là est aussi évacué gravitairement plus loin sur le terrain. Dans le fond, cette habitation-là se retrouvait dans une municipalité sans réseau d'évacuation centrale, donc il n'y avait pas besoin de rentrer l'évacuation du drain extérieur à l'intérieur. L'habitation comportait aussi un drain de fondation intérieur qui, lui, était évacué grâce à un puisard et une pompe submersible. Donc, l'eau ici était pompée plus haut, acheminée dans le même conduit d'évacuation du drain de fondation extérieur. Donc, les deux drains de fondation étaient évacués dans le puits ici. Dans le cas ici qu'on étudie, il y a eu un blocage à l'évacuation ici. Donc, l'eau dans le puits ici, le niveau de l'eau a augmenté, générant une pression dans les conduits que vous avez là. La pression s'est reportée sur la dalle de la fondation et la dalle de fondation a fissuré. Donc, je vais vous montrer avec des photos de à quoi ça ressemble. Quand on parle d'évacuation obstruée, ça peut ressembler à ça ici. On voit qu'on avait un conduit qui était rempli de boue, d'algues, de feuilles, qui n'a pas été entretenu au fil des années. Et 75% de l'ouverture était obstruée. Donc, au plus fort des pluies torrentielles, quand il y a eu vraiment beaucoup d'eau et que le conduit n'était pas en mesure d'évacuer assez d'eau, la dalle s'est fissurée et s'est soulevée pour alléger la pression qui était générée en dessous de la fondation. Donc, on a à peu près un soulèvement d'un demi à 1 pouce ici dans l'habitation. Et une fois que les pluies intenses étaient terminées, il y a eu, la dalle est redescendue, mais on peut voir clairement les dommages qui sont restés par la suite parce que la dalle est totalement fissurée. Et en se soulevant, la dalle, évidemment, les murs sont déposés sur la dalle. Donc, il y a eu aussi des dommages structurels à l'habitation. On peut voir ici les murs du sous-sol de l'habitation qui, en redescendant, en fait, qui se sont complètement fissurés en montant et en redescendant. Donc, c'est vraiment important de bien entretenir et de s'assurer que vos conduits ne sont pas bouchés et qu'ils sont bien dimensionnés. Quand on regarde le drainage intérieur, le but du drainage intérieur, c'est vraiment d'aller contrôler ou de réduire la quantité d'eau qui peut pénétrer dans le bâtiment en empêchant les refoulements et en captant et en évacuant l'eau d'inondation qui se retrouve dans votre habitation. Quand on parle de refoulement, là, je vais vous montrer avec un petit exemple. En fait, ça peut être tout simplement une habitation comme ça, le sous-sol d'une habitation. Vous avez ici le réseau de drainage avec un lavabo, une toilette, lavaloir de sol qui sont reliés au réseau municipal d'évacuation. Il y a un refoulement dans le réseau municipal, le refoulement se propage dans vos conduits et va tout simplement ressortir par vos équipements. Donc, c'est de l'eau qui peut faire de la moisissure, c'est de l'eau qui peut s'accumuler, qui a souvent des mauvaises odeurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite éviter parce que ça peut créer beaucoup de désagréments. Donc, ça, c'est en ce qui concerne les refoulements. Pour éviter ça, le moyen principal, c'est les clapets anti-retour. Mais supposons que vous avez déjà de l'eau dans votre sous-sol, on va vous recommander les pompes portatives pour évacuer le plus rapidement l'eau qui se retrouve dans le sous-sol de votre habitation. Donc, en ce qui concerne les clapets anti-retour, comme j'ai dit, là, c'est vraiment le but, c'est de protéger le bâtiment contre les refoulements d'égouts qui peuvent rentrer par les avaloirs de sol, par les appareils sanitaires sous le niveau de référence d'inondation. Ça peut se produire quand il y a des pluies intenses, crues printanières. Il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles un réseau municipal peut refouler. Par contre, ce n'est pas, encore une fois, une solution magique, malheureusement. Au-delà des risques de refoulement, ça empêche les risques de refoulement, mais ça peut aussi engendrer des auto-inondations que je vais expliquer un petit peu plus loin. Donc, pour les clapets anti-retour, on a vraiment 3 options. On a le clapet normalement fermé.
le clapet normalement ouvert et le clapet à insertion. Rapidement, je vais juste vous expliquer un peu je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc, en fait, pour un clapet normalement fermé, le portillon ici que vous voyez, c'est vraiment un appareil qui s'installe sur les conduits horizontaux. Le portillon que vous voyez ici va être en tout temps à la verticale et va obstruer votre conduit. Quand il y a de l'eau qui circule, le portillon, sous la pression de l'eau, va tout simplement s'ouvrir et laisser passer l'eau pour évacuer l'eau tranquillement. Par contre, dans le cas où il y aurait un refoulement, l'eau va aller dans cette direction, va fermer le clapet et la pression va maintenir le portillon fermé ici et va empêcher le refoulement de se propager dans le réseau de votre habitation. Un clapet normalement ouvert, en fait, c'est un peu le même principe, mais à l'opposé. Le portillon est en tout temps, lorsqu'il n'y a pas d'eau à l'horizontale, en fonctionnement normal. Et quand l'eau circule dans le clapet normalement ouvert, il n'y a pas d'obstruction, l'eau peut circuler normalement. Lorsque il y a refoulement, l'eau arrive dans l'autre sens, va descendre juste ici, se ramasser en dessous et sous la pression, le portillon va se soulever et va venir boucher la conduite. Donc, le refoulement ne peut pas se propager. Finalement, on a le clapet à insertion qui, lui, est le seul parmi ces trois clapets qui s'installe sur une conduite verticale dans un avaloir de sol qui, en fait, va laisser en tout temps passer l'eau ici, comme ça, avec à côté du petit ballon. Dans le cas où il y a un refoulement, l'eau remonte, l'eau pousse le petit ballon qui vient boucher le conduit et donc l'eau ne peut pas refouler, aller plus loin, tout simplement. Donc, les deux clapets que vous avez ici, normalement fermés, normalement ouverts, sont un peu plus robustes. Par contre, ils demandent un petit peu plus, c'est un petit peu plus compliqué à installer. Là, souvent, il faut aller les installer sur des conduites à l'horizontale. Tandis que le clapet insertion, oui, avec l'aide d'un plombier, si on veut s'assurer que ça soit bien installé. Le clapet insertion est un peu moins robuste, un peu moins étanche. Et il va avoir, par contre, il est plus facile à installer par vous-même dans une conduite verticale d'un avaloir de sol. Les trois clapets n'ont pas les mêmes réglementations, ne se placent pas aux mêmes endroits. Le clapet normalement fermé se place sur une conduite secondaire d'évacuation que vous voyez juste ici ou sur les renvois de vos équipements. Donc, si vous aviez des branches séparées, là, vous pourriez installer un clapet normalement fermé par renvoi d'équipement. Le clapet normalement ouvert en deux ici va s'installer sur la conduite principale d'une habitation comportant un seul logement. Donc, faites bien attention, il y a même certaines municipalités qui l'interdisent. Le clapet normalement ouvert est beaucoup plus réglementé que le clapet normalement fermé, mais dans les deux cas, on vous conseille fortement de consulter les réglementations municipales et nationales concernant le positionnement des clapets. Mais le clapet normalement ouvert, faites bien attention, il y a des municipalités qui l'interdisent tout simplement. Et finalement, vous avez le clapet à insertion qui peut aller dans les avaloirs de sol comme ça à la verticale, qui va pouvoir être installé à cet endroit-là. Bon, là, tantôt, je vous ai parlé du risque d'inondation parce que, il n'y a pas une solution miracle pour tout. L'auto-inondation, ça peut se produire de deux manières. On peut l'avoir via les équipements ou via le drain pluvial. Donc, rapidement, via les équipements, supposons, on va regarder le petit exemple que vous avez ici. Vous avez des conduits d'évacuation des eaux usées qui sont connectés à un réseau municipal. Il y a refoulement, mais vous avez installé des clapets anti-retour. Donc, c'est parfait. Le refoulement ne se propage pas plus loin dans vos conduites. Pour une raison quelconque, pendant qu'il y a refoulement, vous décidez d'utiliser la toilette, le lavabo. Donc, vous envoyez de l'eau dans vos conduits d'évacuation. Et en fait, l'eau, comme il y a une pression à cause du refoulement, ne peut pas être évacuée. Donc, si vous continuez d'utiliser pendant une certaine période vos équipements, l'eau va tout simplement s'accumuler dans vos équipements, ne pouvant pas être évacuée parce que le clapet anti-retour empêche l'évacuation dans toutes les directions. Il y a une pression à cause du refoulement qui le maintient fermé. La solution pour éviter une auto-inondation par les équipements, c'est tout simplement d'éviter d'utiliser vos équipements quand vous croyez qu'il y a un risque que votre clapet soit activé.
Ensuite, l'autre possibilité d'auto-inondation, c'est vraiment par le drain pluvial. Si le drain pluvial est connecté en amont du clapet ou s'il n'y a pas de clapet et qu'il y a un refoulement, que la pression dans la pression dans le drain pluvial est égale à la pression de refoulement, ben l'eau qui se retrouve dans votre drain pluvial va tout simplement se propager dans vos autres conduites là, si il possède le même conduit d'évacuation dans votre habitation et vous allez avoir un débordement via vos équipements ou votre avaloir de sol. La solution, une des solutions, en fait, là, il y a plusieurs solutions, mais pour le drain pluvial, ça va être vraiment de faire analyser votre système et de voir si c'est possible de connecter votre drainage en aval du clapet ou d'installer des clapets anti-retour sur vos équipements pour isoler le drainage pluvial de votre drainage sanitaire. Ensuite, un peu une mesure de dernier recours, mais dans le cas où vous avez de l'eau qui se ramasse à l'intérieur de votre habitation pour une raison ou une autre, ben, on veut évidemment l'évacuer le plus rapidement possible en la pompant à l'extérieur du bâtiment et en la dirigeant vers des surfaces perméables ou des systèmes qui sont prévus pour l'évacuer. Donc, on a deux options. On a la pompe portative à essence ou la pompe portative électrique. La pompe portative à essence, faites attention, ne l'utilisez pas à l'intérieur, il y a des émanations, c'est vraiment, faut l'utiliser à l'extérieur seulement avec un conduit qui s'en va à l'intérieur. Par contre, elle évacue des plus grands débits que la pompe portative électrique, mais faites bien attention de l'utiliser à l'extérieur. La pompe portative électrique est plus petite, par contre, vous pouvez l'utiliser à l'intérieur, mais va évacuer un plus petit débit à la fois. Faites bien attention aussi, si vous branchez votre pompe portative électrique, de ne pas la brancher à un endroit où il y a de l'eau parce qu'il peut y avoir des risques d'électrocution. Donc, voilà, ça se conclut en ce qui me concerne pour le drainage intérieur. Merci d'avoir été attentif. Hélène, je vais te laisser la parole, à moins que on n'avait pas d'autres éléments à mentionner, je crois bien. Je pense qu'on va être prêt à répondre à vos questions. Ben merci beaucoup Clémence, merci beaucoup Céline. Juste ajouter tout à l'heure, quand tu parlais Clémence, avant de prendre des questions, je reprends cette diapositive-là ici, le drainage des eaux, l'auto-inondation par les drains de toit. Souvent, souvent, on a vu le cas à Montréal, pas la pluie de cet été, mais l'autre d'avant, en juillet 2023. Donc, des clapets partout, le refoulement ne s'est pas produit dans les sous-sols. Parfois, on va voir des petits refoulements, même au rez-de-chaussée, mais un cas saugrenu est arrivé. Donc, il y avait tellement d'eau qui était sur le toit d'un multilogement. La colonne d'eau n'a pas pu se vider et le toit a débordé. Et ce sont les logements au 5e étage qui se sont fait inonder par la marquise qui a coulé sur les balcons et l'eau est rentrée dans les portes patio au 5e étage. Fait que, tout à l'heure, tu disais, il n'y en a pas de solution magique. Et non, il n'y a pas de solution magique. Il y a plusieurs stratégies pour atténuer le risque. Reste que le risque va souvent être présent et parfois l'inondation peut arriver d'un endroit où on n'avait pas vraiment imaginé la possibilité. Voilà. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que Julie, est-ce que tu voulais les mettre là? Donc, est-ce que la nappe phréatique à Montréal est constante ou est-ce qu'elle change dans tous les arrondissements? Elle change partout, même au niveau des arrondissements, il n'y a pas de limite claire. Où on peut trouver cette information? C'est une excellente question. Les cartes géologiques qui montrent la hauteur de la nappe phréatique n'existent pas sur tout le territoire. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est vraiment in situ. Je ne sais pas si quelqu'un aurait une meilleure réponse que moi, là, mais ça prend une expertise de quelqu'un qui va aller étudier votre sol par une technique que je ne connais pas. C'est ça, puis ça dépend aussi, puis il faut le faire dans une saison où la nappe phréatique est haute, comme aujourd'hui, par exemple. En ce moment, c'est un bon moment. Il ne faut pas le faire au mois de juillet en pleine canicule quand elle est très basse, sinon ça donne de la fausse information. Puis donc, vous pouvez engager un laboratoire en géotechnique pour le faire. Et si vous voulez faire vous-même, vous n'aurez pas une très bonne indication, mais vous pouvez toujours creuser un trou dans votre terrain pour voir quand l'eau monte et apparaît. Mais le mieux, c'est quand même un laboratoire parce que vous pouvez avoir une nappe plus haute que votre voisin, 3 adresses plus loin ou plus basse. Fait que c'est très, très spécifique au terrain.
Prochaine question, elle va être plus pour Clémence. Est-ce que le puisard du drainage de fondation peut être installé à l'extérieur de la maison? Dans le fond, oui. Dans la majorité des cas, c'est sûr qu'il faut vérifier la réglementation de notre municipalité, voir s'il y a des objections de ce côté-là. Mais souvent, ce n'est pas recommandé à cause des risques de gel. Par contre, c'est une possibilité, mais il faut être conscient qu'il y a plus d'éléments à prendre en compte lors de l'installation du puisard de drainage de fondation. Quelle est la durée de vie d'un drain français, Clémence? Une excellente question. Ça dépend tellement de plein de facteurs. Ça peut aller de... Écoutez, je sais même pas, j'ai pas de durée de vie, mais... Ça dépend de la qualité de l'installation, ça dépend de l'entretien. Oui, ça peut dépendre si jamais il y a beaucoup de racines qui peuvent venir dans votre drain français qui peuvent venir boucher. Ça dépend de tellement de facteurs. Il n'y a pas une réponse valide pour tous les drains français. Là. De fondation, désolé. Mais si ça fait longtemps qu'il est installé, ça vaut la peine d'aller regarder dans quel état il est. Oui, exactement. Comme vient de le dire Céline, vous pouvez engager des gens qui peuvent aller analyser l'état de votre drain français avec des caméras, tout ça. Il y a des firmes qui se spécialisent là-dedans. Le puisard et la pompe d'évacuation, Clémence, à qui s'adresser pour la dimensionner? Normalement, le plombier que vous allez engager serait en mesure de dimensionner ça. Sinon, vous pouvez faire affaire avec des firmes d'ingénierie, mais le plombier a l'expertise pour dimensionner ces éléments-là. Critères pour choisir une pompe électrique. Donc, la pompe de puisard ou la pompe de secours? Peut-être on peut aborder les deux. Oui, donc la pompe de secours, je dirais que ça dépend. C'est certain que, bon, la pompe électrique évacue moins d'eau, donc ça dépend à quel point vous connaissez dans l'historique de votre bâtiment, il y a eu beaucoup ou non d'eau. Donc, parce que le débit va être moins rapide. Par contre, ça peut être aussi dans le cas où je réfléchis en même temps que je parle, là. Ça dépend aussi, je pense, beaucoup de l'aléa à laquelle on est exposé. Une rivière qui déborde, qui peut faire entrer 60 cm d'eau dans un sol, voire 1,5 m d'eau dans un sol, je pense que vous deviez y aller large. Par contre, si votre maison n'est pas dans une zone inondable et n'est pas située dans une zone en cuvette, peut-être qu'une petite pompe peut faire l'affaire. Puis par rapport à ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné dans le webinaire, mais si vous étiez inondé, qu'il y ait 1,5 m d'eau dans votre sol, donc votre sous-sol est complètement rempli. Il ne faut pas trop se presser à sortir l'eau rapidement. Donc, il y a même, je pense que c'est la SHQ qui a des normes par rapport à ça, que c'est à peu près 30 cm par une période donnée. Je m'excuse, je ne connais plus la période, mais tout ça parce que si on vide trop rapide, imaginez-vous, si votre sol est plein d'eau, il y a d'excellentes chances que le sol autour de la maison soit aussi très, très plein d'eau. Donc, il y a une très, très grande pression sur les murs de la fondation. Donc, en évacuant l'eau très rapidement, on va déséquilibrer les pressions. Donc, la poussée hydrostatique de l'extérieur vers l'intérieur va devenir très, très grande et vous allez vraiment augmenter les risques de fissures et même de soulèvement ou de carrément le mur de fondation pourrait, dans certains points, céder si elle est en bloc ou si elle est très, très abîmée. Donc, faire attention lorsqu'il s'agit de pomper l'eau rapidement suite à un débordement de rivière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Quelle serait la solution lorsque la nappe phréatique est trop haute et que le niveau d'un sol muni de... donc, au niveau de nappe phréatique, sous-sol avec une pompe submersible, il y a certains quartiers en banlieue de Montréal que je sais que c'est cette situation-là. Donc, c'est des pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24. C'est quoi la solution? Donc, je ne sais pas si Clémence aurait un conseil, peut-être une stratégie plus qu'une solution béton.
comme stratégie, j'irais probablement vers un entretien de vos équipements pour s'assurer qu'ils n'ont pas de... en fait, pour diminuer au maximum le risque d'un bris de la pompe submersible, mais autre que isoler la fondation. Il va y avoir dans Hélène, si je ne me trompe pas, là, il va y avoir dans un autre webinaire potentiellement un ingénieur en civil là, qui va pouvoir expliquer comment bien isoler la fondation, puis c'est quoi les solutions quand vous avez de l'eau. Vous savez que vous avez de l'eau qui peut être présente. Là. Ça reste que si on a une pompe submersible, ça veut dire qu'on a déjà un puiseur, donc on a déjà un point d'entrée d'eau dans la dalle. C'est pas magique. En fait, la meilleure stratégie, c'est peut-être de revoir, même là encore là, ça va être dans le prochain webinaire, de comment votre sous-sol est construit et de le construire en acceptant, en le finir en acceptant que l'eau puisse entrer à l'intérieur. Donc, pensez un peu comment qu'une piscine est faite ou comment qu'une salle de bain, une douche à l'italienne est faite. Elle peut recevoir l'eau elle peut recevoir l'eau et suite au passage de l'aléa, par exemple, au moment de débit où le sol était très, très, très plein d'eau, il y a probablement beaucoup d'auto-inondation par les drains français, donc sans nécessairement qu'il y ait de l'eau en surface. Les pompes submersibles, à un moment donné, les drains français collectaient tellement d'eau que l'eau est remontée dans les fondations, dans le sous-sol. Cela dit, c'est peut-être une bonne chose dans certains cas parce qu'on voit que si l'eau était restée prise autour de la fondation et sous celle-ci, il y aurait pu avoir un risque de soulèvement de la dalle, comme le cas que Clémence a présenté. Fait que oui, c'est une vulnérabilité. Le puiseur de la pompe submersible, elle fait entrer l'eau, mais en même temps, elle va permettre un certain passage de l'eau pour protéger la structure. Donc, on préserve la structure, mais on peut avoir des dommages à l'intérieur ou on peut avoir de l'eau à l'intérieur. Donc là, ça va être là d'imaginer, de penser les aménagements, mais aussi la matérialité de comment vous faites vos murs, vos planchers dans ces espaces-là. Donc, il va falloir, à un moment donné, je pense, accepter que le risque existe, puis pouvoir trouver des mesures de diminuer notre vulnérabilité en jouant sur la composition des éléments. Donc, refoulement en juillet 2023, les clapets recommandés par un plombier, tout à fait. Nous avons tout le monde été inondés une seconde fois. Oui, les clapets ne règlent pas tout, effectivement. Résidentiel. Ben, les infrastructures municipales, OK. La seule solution serait-elle de mettre à jour les infrastructures municipales? Nous souhaitons avoir savoir où nous concentrer nos efforts pour gérer le problème durablement. Bon, les réseaux municipaux, encore là, ils ne sont pas conçus pour recevoir des pluies avec un débit incroyable comme on a eu avec débit ou en juillet 2023. Même si on les met à niveau, il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a tellement d'eau qui converge au même endroit qu'on ne peut pas faire des miracles. Donc là, c'est là qu'il va y avoir, là, ça ne sera pas à l'échelle du bâtiment que ça va se faire et pas juste pour la mise à niveau du réseau dans votre rue, ça va être beaucoup dans la gestion plus durable de l'eau à l'échelle du territoire. Donc, même si on n'est pas en zone inondable ou on n'est pas dans une zone en cuvette, en tant que propriétaire, on peut faire des choix pour le bien commun. Comme par exemple, tout à l'heure, Céline parlait de mettre des dispositifs sur les toits pour réduire la quantité d'eau qui rentre dans un drain de toit. Donc, on ralentit la quantité d'eau qui va être acheminée après ça plus bas dans les autres quartiers. Donc, il va falloir faire une gestion des eaux à une plus grande échelle pour réduire ce débit-là vers votre maison. Parce que c'est sûr, encore là, il y a beaucoup de cas de juillet que les inondations, ça a été des auto-inondations. Donc, surtout à Montréal où il y a énormément de toits plats. Donc, les clapets anti-retour pour plusieurs, ça dépend encore là. Vous avez des refoulements, je ne sais pas si c'était des refoulements d'eau d'égout. Ah oui, c'est écrit des refoulements d'égout, mais était-ce vraiment de l'eau noire ou était-ce de l'eau de pluie ou votre propre eau dans les autres qui proviennent du réseau d'évacuation des sanitaires de votre bâtiment? Donc, il y a eu beaucoup d'auto-inondations de justement les eaux ne pouvaient pas être évacuées. Donc, si votre voisin d'en haut décide de faire du lavage ou prendre sa douche, il y a des chances que
votre réseau complet soit complètement saturé et c'est l'eau domestique qui va vous inonder. Là. Fait que ça va passer aussi par des réflexes comportementaux et probablement aussi mieux gérer l'eau sur votre toit, essayer de la retenir un peu avant de l'envoyer dans le réseau. Mais encore là, pour proposer une stratégie, il faut connaître exactement votre problématique. Là. Les stratégies sont multiples, mais encore là, la stratégie n'est pas un miracle. Voilà. Non, puis si je pourrais renchérir juste 2 secondes, quand on se trouve dans une situation où le réseau municipal est plein, la dernière solution qui reste, c'est de bloquer l'eau qui vient de l'extérieur, qui pourrait rentrer dans le terrain ou des infrastructures, puis de gérer le plus possible en surface pour que ça ruisselle en surface puis que ça aille dans la rue. Donc, c'est d'amener le plus possible l'eau, encore une fois, en surface pour qu'elle aille dans la rue. Oui, ici, il y avait du ruissellement en plus, effectivement. Y a-t-il un détecteur ou un senseur pour informer que les clapets anti-retour sont activés? Clémence, des clapets intelligents. Dans le fond, dans les clapets traditionnels, il n'y en a pas. De plus en plus, il commence à avoir des manufacturiers qui produisent des clapets intelligents. Par contre, on ne recommande pas leur installation. Ils n'ont pas encore fait beaucoup leurs preuves. Est-ce que ces détecteurs de ces nouveaux clapets-là vont être fiables? Est-ce qu'ils vont vous informer au bon moment, au mauvais moment? Donc, c'est vraiment une technologie qui s'en vient, mais pour l'instant, dans les clapets traditionnels, il n'y en a pas, non. Donc, avec l'exemple donné par Hélène, est-ce que les nouvelles exigences du Code national de la plomberie qui demandent trop plein et des drains secondaires permettent d'éviter le dégât au 5e étage? Donc là, mon exemple, c'est l'exemple des logements qui ont été inondés au 5e étage par un toit qui déborde. Est-ce que les nouvelles exigences du Code national de plomberie, Clémence? Il faudrait que je fasse des recherches supplémentaires. Bien honnêtement, je n'ai pas connaissance de ces nouvelles exigences-là. Donc, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Merci, Madame Olivier. On pourra en reparler. Peut-on faire un toit à très faible pente dans le cas du toit plat pour laisser l'eau s'évaporer pour aider le drainage? C'est pas une bonne idée. C'est pas de toute façon, les toits plats sont pas vraiment plats. Ils ont toujours une pente d'au moins 2% pour que l'eau puisse naturellement aller vers le point bas et être drainée par le système de drainage. L'eau peut pas rester stagnante sur un toit. Il faut qu'elle s'évacue, idéalement en dedans de 24 heures. Au gros maximum en dedans de 72 heures parce que l'eau qui reste en place peut commencer à, on appelle ça de l'eau croupie, à pourrir ou à développer des bactéries, des algues, ce qu'on veut. Puis un toit, il n'est pas non plus conçu pour être comme une piscine. C'est pas conçu pour soutenir de la présence d'eau, à long terme, un toit normal, un toit de base. Donc, il faut l'évacuer. Il faut juste l'évacuer le plus lentement possible, mais il faut l'évacuer. Oui, si on veut la faire évaporer, il faut le faire dans un espace planté idéalement, un espace végétalisé. En lieu et place du puiseur à l'extérieur, un puits perdu n'est-il pas la solution, selon la règlement afférente, bien entendu? Ça peut être une solution. Ça dépend vraiment du contexte dans lequel se situe votre habitation. Par contre, quand on regarde l'exemple que j'ai montré avec lorsque la dalle s'est fissurée et s'est soulevée, ben, en fait, c'était un puits qui était plus loin. Donc, un puits perdu, je ne connais pas exactement la nomenclature, mais ce puits-là n'était pas en mesure d'être évacué correctement. La pression s'est montée et ça a quand même entraîné des problèmes, là, le soulèvement de la dalle et donc inondation à l'intérieur et dommage à la structure. Donc, c'est pas une solution miracle. Ça peut, dans le fond, ça dépend, ça peut engendrer ces problèmes aussi, là.
Est-ce qu'Écohabitation ou la GCR propose un document pour un plan d'entretien des drains français? Julie, est-ce que tu veux te connecter et peut-être répondre à cette question? Donc, Nicole, je vous ai déposé le lien vers un article qu'on a écrit à ce sujet-là. Puis, si vous faites une recherche rapidement, la GCR, ils ont plusieurs documents aussi là, par rapport à ça. Merci, Julie. Juste pour trouver par nous-mêmes où sont nos tuyaux de drain de fondation épuiseurs pour les entretenir, doit-on prendre un professionnel ou on peut le faire nous-mêmes? Oui, Clément. J'allais tout simplement dire que normalement, si vous avez un drain de fondation et un puisard, vous devriez avoir accès à des regards de nettoyage. Il y a des habitations où j'ai des exemples là, où dans des cas qui ne sont pas dus, où ces regards-là de nettoyage pour aller voir les équipements ne sont pas visibles ni ils ont été obstrués lors de constructions subséquentes. Donc, dans ces cas-là, c'est sûr que vous allez avoir besoin d'un professionnel parce que vous n'aurez pas connaissance de la présence de ces équipements-là. Mais déjà, si vous avez un regard de nettoyage, vous êtes en mesure de déterminer si vous avez des drains de fondation. Mais si vous ne le savez pas, c'est vraiment mieux d'aller voir un professionnel. Je ne sais pas si Hélène, tu avais autre chose à rajouter. Non. Quel corps de métier peut installer une margelle si nous avons une fenêtre au sous-sol, sous le niveau de sol? Céline. Un entrepreneur. J'ai envie de dire même un entrepreneur général. C'est pas ou un entrepreneur spécialisé en sol et excavation peut-être, là, mais c'est pas quelque chose qui est techniquement très compliqué. Après, ça dépend quelle sorte de margelle vous voulez mettre. Si vous voulez mettre une margelle standard qui est plus une protection, ça c'est quand même de base. Mais si vous voulez faire construire quelque chose qui est résistant et étanche pour pouvoir protéger suite à une accumulation d'eau dans le sol ou en surface, là c'est un petit peu plus compliqué. Vous aurez peut-être besoin d'un ingénieur en structure qui va vous calculer la résistance nécessaire à ce muret-là, qui va devoir aller un peu plus profond puis qui va devoir se connecter au béton de la fondation de l'immeuble. Puis l'image de la margelle que tu as présentée, Céline, dedans, il y avait un drain qui se connectait au drain français, si je me rappelle bien. Donc ça, est-ce qu'on doit rentrer un plombier? Il ne se connecte pas au drain français, il se connecte à la zone autour du drain français. Il ne faut pas que le puisard, que le drainage de la margelle aille directement dans le tuyau du drain français. Ça c'est pas permis. Mais le tuyau qui draine l'espace de la margelle amène l'eau le plus bas possible dans la zone autour du drain français. Et oui, un plombier peut installer ça, mais je sais même pas. D'après moi, un entrepreneur qui installe ce genre de choses, il est capable de mettre un tuyau dedans, là. Mais un plombier, oui, ça peut aider. Mais... Après, ça dépend si tu en as une margelle ou si tu en as 15. Si la dalle de béton est brisée après une inondation, est-ce que la meilleure solution pour stabiliser la fondation? Donc, en fait, d'abord, ça va être d'évaluer l'ampleur des dommages avec des professionnels, puis eux vont pouvoir vous offrir la solution adaptée. Là, ça dépend vraiment de à quel point la dalle a fissuré, qu'est-ce qu'elle a fracturé en même temps dans votre habitation. Il n'y a pas une solution pour une dalle fissurée. Là. Puis là, quand on parle de fondation, il y a la dalle, mais il y a aussi les murs sur le côté. Fait que c'est les deux qu'il faut regarder. Peut-être que la dalle, c'est juste une dalle de propreté qui n'a pas de fonction structurelle. Ou alors, c'est une dalle qui doit avoir une résistance. Ça fait que ça prend un professionnel, tout à fait. Ça prend un ingénieur en structure. Lorsque l'on mentionne des fondations immunisées, on parle de quoi et quelles sont les normes? Immunisé, on voit ça dans la littérature grise des gouvernements de plus en plus, mais c'est un mot qui est un peu un mot valise qui ne veut peut-être pas dire grand-chose. Donc, l'immunisation, c'est la protection de quelque chose. Donc, pour immuniser une fondation,
Ça peut dire, j'ai déjà vu des documents que pour eux, l'immunisation, c'était le fait d'avoir un vide sanitaire qui puisse accueillir l'eau sans être endommagé. Pour d'autres, ça veut dire de complètement rendre la fondation complètement étanche, là, donc vraiment la concevoir un peu comme une coquille de bateau pour être sûr que l'eau n'entre pas à l'intérieur. Donc, on veut dire quoi? On veut dire plein d'affaires, mais c'est pas clair. C'est un mot que nous, on n'utilise pas parce qu'on ne le comprend pas, puis il est difficile à expliquer, il veut trop dire d'autres choses. Donc, quelles sont les normes? Je ne sais pas. Par contre, je vous dirais de venir suivre le prochain webinaire où on va vraiment parler de fondation et de différentes stratégies pour rendre votre fondation plus compatible à différentes conditions d'inondation. Pour la construction de nouvelles maisons, arriver à cette conclusion suite à vos recherches, favoriser une maison sur dalle et éviter la construction d'un sous-sol. Ben, ça dépend vraiment de où vous êtes. Ça dépend de la nature du terrain, ça dépend. Là, il faut évaluer vos risques. C'est quoi les risques? Est-ce que c'est la pluie? Est-ce que c'est l'eau? C'est l'inondation? L'état du sol? Ça dépend vraiment. Parce que faire une maison sur dalle, il faut aussi que le sol soit stable pour prendre le poids de la maison. Donc, c'est ça, c'est pas toujours le sous-sol comme tel qui est le problème, c'est plus l'usage qu'on fait du sous-sol. Donc, une maison qui va avoir un sous-sol qui va être un sous-sol d'entreposage, un sous-sol qui va avoir, qui va être fini avec des, ou pas fini, là, qui puisse être isolé par l'extérieur avec à l'intérieur, on garde le béton nu et le béton est scellé, donc il pourrait recevoir une quantité d'eau en cas d'inondation. Ça peut être une excellente stratégie. C'est juste qu'il ne faut peut-être pas mettre de pièces de vie, donc pas mettre de chambre à coucher, pas mettre de cuisine dans les sous-sols idéalement. Je pense que c'est peut-être une bonne pratique d'arrêter de construire des cinémas maison puis des chambres d'enfants dans les sous-sols lorsqu'on sait qu'on est dans une zone exposée au risque d'inondation. La maison sans sous-sol avec nappe phréatique élevée. Donc, doit-on pomper l'eau où les fondations peuvent supporter d'être submergées s'il ne serait pas nécessaire de mettre de drain français? J'ai une idée de réponse. Je ne sais pas si Céline, tu voulais essayer quelque chose avant. En fait, ça dépend comment tu construis ta fondation. Si tu construis ta fondation comme une piscine qui tient en compte les charges latérales du sol, est-ce que, parce qu'effectivement, mettre des drains français autour d'une piscine submergée, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas recommander que les drains français rentrent dans la maison. Donc, mais là, ça serait juste une dalle. Donc, je comprends qu'il n'y a pas de sous-sol. Il y a quand même des fondations. Même s'il n'y a pas de sous-sol, il faut quand même qu'il y ait des fondations qui aillent chercher un élément stable. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Soit tu fais des pieux, soit tu fais des fondations, mais pas de sous-sol, ou tu fais une dalle radiée. Il y a plusieurs options. Encore une fois, ça dépend de la nature du sol. Mais oui, on est capable de faire des fondations très, très résistantes. Structurellement parlant, mais après, il faut voir la stabilité du sol par rapport à ça. C'est un peu multidimensionnel. Ça prend un ingénieur en structure pour ça. Là. Comment se nomme l'appareil à installer sur un toit plat pour contrôler le débit d'eau? C'est le drain, c'est le lavaloir à débit contrôlé. En fait, c'est simplement quelque chose qu'on met sur le drain puis qui réduit l'ouverture, donc l'eau qui rentre dedans. Il faut quand même faire attention quand on pose un élément à réduction de drain de toit. Il faut vraiment s'assurer que notre toiture est en très bon état puis qu'elle va pouvoir soutenir cette accumulation d'eau sans que l'eau commence à s'infiltrer dans des craques ou dans des éléments usés de la toiture. Là. Puis par rapport à ça, Céline, en termes de poids, l'eau, j'imagine, vu qu'un toit plat a déjà une structure qui lui permette de soutenir la neige, j'imagine, est-ce que la structure peut soutenir une accumulation d'eau? En fait, c'est que théoriquement, il ne faudrait jamais accumuler plus que 150 mm d'eau à l'endroit le plus creux.
150 mm d'eau, c'est pas grand-chose. Je pense que c'est 6 pouces. Donc, il faut quand même faire attention. Si on a un avaloir de toit à débit contrôlé puis que l'eau s'accumule plus que 150, à un moment donné, ça va commencer à faire trop de pression. C'est comme pour les fondations, ça fait de la pression sur la toiture, ça fait de la pression sur les parapets, fait que ça augmente le risque d'infiltration. Puis il faut pouvoir permettre à l'eau de déborder par-dessus les parapets puis de sortir si jamais la pluie est trop intense. Avec des gargouilles idéalement Avec des gargouilles. Pour diriger l'eau à un endroit qu'on a choisi et non sur le balcon au 5e étage. Ou dans le parapet, dans l'intérieur du mur. Exact. Donc, la tendance à interdire les logements en sous-sol est populaire dans plusieurs municipalités, surtout à Montréal. C'est une tendance. Quelles seraient vos recommandations dans les zones de cuvette? C'est sûr qu'à Montréal, bon, alors qu'on parle de la crise du logement, c'est facile de dire on sort les logements des sous-sols pour réduire le risque d'inondation. Par contre, c'est très difficile de le proposer dans le contexte dans lequel on est présentement. Donc, nos recommandations pour les zones en cuvette, ben, c'est surtout une construction résiliente. Donc, choisir des revêtements, des types de murs qui soient le plus possible compatibles avec l'eau. Ça doit passer aussi par une grande sensibilisation. Je pense que les gens qui habitent une cuvette doivent en être conscients, puis doivent être prêts à réagir. Les inondations, c'est un aléa comme les autres. Au même titre, on ne sera jamais complètement protégé contre le risque d'une tornade ou contre le risque d'un feu. Bien, il faut être conscient qu'il y a un risque d'inondation et quand on habite dans une cuvette, le risque est encore plus grand. Donc, si on a des objets précieux, si on a des souvenirs, peut-être pas les mettre dans une boîte de carton au sol, mais sur une étagère surélevée. Donc, c'est plein de petits gestes comme ça qui vont faire en sorte que les dommages et les conséquences des inondations qui vont avoir lieu vont être moins grandes. Donc, oui, idéalement, dans un monde idéal, aucun sous-sol, aucun appartement en sous-sol ou du moins aucune pièce de vie dans les sous-sols, mais encore là, on est conscient du contexte dans lequel on est. Donc, ça doit passer, je pense, par beaucoup de sensibilisation et de prise de conscience pour réduire les risques d'une autre manière. Hélène, Clément, Julie et tout le monde, moi, je dois vous quitter, mais merci beaucoup pour le webinaire et au plaisir. Merci beaucoup, Céline. Par rapport à ça, Julie, je vois le temps qui passe aussi. Est-ce qu'on continue les questions encore quelques minutes? Est-ce qu'il y en a plusieurs? C'est quoi la stratégie s'il en reste 28? C'est la dernière question. Hélène. Ah, parfait. Donc, puisqu'il n'y a pas de risque zéro, exact. Prévoyez-vous aborder les couvertures d'assurance souhaitées dans les prochains webinaires? Non, nous n'avons pas les prochains webinaires que nous avons prévus ne prévoient pas ça, quoique c'est vrai que dans le dernier, au mois de mai, où on va parler vraiment de se préparer, je pense que oui. Je pense qu'il y a clairement une place pour ça. C'est une excellente suggestion. Donc, oui, on la considère. Donc, pas dans le webinaire d'avril, mais de celui de mai, je pense qu'on pourrait clairement faire une place à cette question. Merci beaucoup. Merci infiniment, mesdames, pour l'excellente présentation. Merci à vous tous pour votre belle participation, des bonnes questions. Je répète, je l'avais mentionné dans l'espace clavardage, mais la conférence aujourd'hui a été enregistrée. Donc, on va rendre accessible l'enregistrement ainsi que la présentation. Donc, restez à l'affût. Vous allez recevoir un courriel à cet effet-là dans les prochains jours. Pour les professionnels qui auront besoin d'une attestation pour leurs heures de formation continue, simplement me contacter. Donc, vous avez mes coordonnées, m'envoyer un petit courriel, puis on va vous faire parvenir cela. Donc, merci infiniment. J'ai également mis un petit peu plus haut dans l'espace clavardage, je vais le remettre, mais pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à notre webinaire 3 et 4, vous avez le lien pour aller vous inscrire. Merci beaucoup. Merci.